Mon nom est Feli Samouna. Je suis entrepreneur depuis une trentaine d'années en RDC. Je suis président de la Commission nationale PME de l'AFEC, membre de l'AFEC depuis 18 ans et aujourd'hui, depuis à peu près un an, président du conseil d'administration de la RSP. C'est une chose tout à fait complémentaire parce qu'en tant que président de la Commission nationale PME, on a un objectif, c'est de pouvoir rechercher des marchés pour les PME et l'ARSP se trouve être la structure qui permet justement d'une certaine manière de pouvoir accéder au marché pour les entreprises congolaises. Donc c'est totalement complémentaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que membre de l'AFEC et président de la commission PME, je représente le secteur privé dans le conseil d'administration de l'ARSP. Donc, à ce titre-là, mon premier rôle, c'est d'abord la défense des intérêts des entreprises et du secteur privé. Donc, maintenant, tout le travail consiste à faire en sorte que l'attribution des marchés se fasse dans la transparence pour leur permettre d'être aussi présente dans la chaîne de valeur des grandes entreprises. Les perspectives sont très bonnes parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de la volonté exprimée par les entrepreneurs, ceci fait partie de la vision du chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. En fait, vous l'avez entendu et tout le monde l'a entendu, il l'a répété souvent, il veut créer des millionnaires congolais. Donc, à partir du moment où vous avez une volonté ainsi exprimée au sommet de l'État, ça vous laisse la voie libre pour aller vraiment dans cette vision. Donc, les perspectives pour les entrepreneurs congolais sont larges et très bonnes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans le PRONADEC, le Programme national de développement des entreprises, de l'entrepreneuriat au Congo, il y a 4 C. La capacitation, le crédit, le contrat et le 4e C qui est le climat des affaires. Mais le contrat, c'est bien ça, c'est l'accès au marché, aux entreprises congolaises. Donc, cela fait partie vraiment de toute une stratégie menée par l'État, bien sûr, avec l'accompagnement du secteur privé, pour arriver à faire en sorte que les entrepreneurs congolais puissent accéder au marché. Maintenant, quand on regarde tout ce qui s'est passé, je dirais depuis 60 ans, il n'y a pas eu vraiment d'espace pour les PME, notamment pour l'accès à ces marchés. Donc maintenant, il s'agit, et c'est le travail que mène le directeur général de l'ARSP avec beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement, c'est de faire en sorte que le marché soit libéré, la chaîne de valeur soit libérée pour que les entrepreneurs congolais puissent y accéder au même titre que les PME d'autres pays. La loi sur le local content est une loi fondamentale pour le développement de l'entrepreneuriat, le développement des entrepreneurs congolais. C'est-à-dire que la loi sur le local content nous permettra d'aller vers l'industrialisation du pays. Parce que qu'est-ce que nous cherchons avec la loi sur la sous-traitance? Quelle est la vision du chef de l'État? C'est de créer une classe moyenne congolaise. Mais pour créer une classe moyenne congolaise, vous devez avoir une politique pérenne, une politique soutenue pour arriver à cela. Or, la loi sur le local content permettra cela. Je prends un exemple. Aujourd'hui, j'ai un sous-traitant X qui signe un contrat avec un minier pour lui fournir de la soude caustique. Un contrat peut être important, de 10 millions de dollars, je prends juste un chiffre rond, mais vous allez remarquer que ce qui va rester dans la caisse de l'entrepreneur congolais, c'est peut-être son profit brut, 15-20% si on est raisonnable, mais ça veut dire que les 8 millions partent pour la commande de la soude caustique. Donc, les 8 millions échappent à l'économie congolaise.
C'est pour ça qu'à côté de la loi sur la sous-traitance, il faut qu'il y ait une loi sur le local content pour mettre un cadre qui permettrait aux entrepreneurs congolais de passer de prestataires de services, parce qu'il faut le dire, un contrat de sous-traitance, c'est basiquement un contrat de prestation de services, à une entreprise industrielle. Pour que celui qui commande de la soude caustique puisse créer une usine de production locale. Donc, cette loi va faire en sorte qu'il y ait toutes les facilités administratives, fiscales et financières pour justement permettre qu'il y ait une promotion sur la production locale. Et ça va dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Secteur agricole, secteur de prestations, de production de services, etc., etc. Donc il est important pour qu'on puisse évoluer dans un écosystème positivement orienté vers les entrepreneurs et la production locale, que nous puissions avoir cette loi, qui existe déjà dans plusieurs pays, le Botswana, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, et pour ne citer que le continent africain, mais si vous allez en France, vous allez aux États-Unis, ces lois-là existent, et les Émirats arabes unis aussi sont champions dans cette matière-là. Donc nous devons aussi avoir une loi sur le contenu local. La grande différence, c'est qu'en fait, la loi sur le local content vient compléter la loi sur la sous-traitance. Je vous ai expliqué que la loi sur la sous-traitance permet d'entrer dans les marchés. C'est le 3e C du Pronadec, mais ne permet pas le développement véritable d'une industrie locale. Aujourd'hui, nous importons tout, même le clou. Les clous avec lesquels nous construisons nos maisons, nous continuons à importer, alors qu'on peut les fabriquer ici. Mais qu'est-ce qui empêche cela? Donc il faut pour l'État avoir une politique agressive, une politique incitative pour que cela puisse se faire. Et donc, produire localement nous aide à garder nos devises, donc ça nous permet de lutter contre l'importation qui est aujourd'hui massive pour aller maintenant vers plutôt la production locale et qui demain, on peut se transformer en exportation. Imaginez que même les jus d'orange, nous continuons à importer, alors que nous avons des fruits qui pourrissent. Donc, il faut en fait avoir une vision claire de ce que nous voulons pour que dans les 5 prochaines années, nous ayons un pays totalement transformé qui produit ce qu'il consomme. Et nous allons entrer nous sommes déjà dans le marché de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique pour l'Afrique. Mais si nous-mêmes nous offrons rien aux autres pays africains, nous continuerons à importer. Et c'est ce qu'il faut arrêter de faire. Je dirais qu'il est trop tôt pour faire un bilan. Il y a une année de mise en place, de connaissances, d'échanges d'informations, de procédés, comment on va fonctionner. Donc ce n'est que le début d'une longue collaboration. Moi, je dirais qu'on pourrait faire le bilan après 3 ans. Donc, il est encore trop tôt puisque nous attendons aussi que le processus d'attribution des marchés soit publiquement mis en place par l'ARSP, c'est-à-dire un appel d'offres équilibré, parce que ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut arracher des contrats, mais si les appels d'offres restent discriminatoires, ça n'ira pas. Donc vous voyez, je prends un exemple. Il y a beaucoup d'appels d'offres qui empêchent les entrepreneurs congolais d'y accéder. Je prends l'exemple du chiffre d'affaires. On dit, pour pouvoir répondre à cet appel d'offres, une des conditions, c'est d'avoir un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars. Pour nos PME, c'est difficile puisque nous n'avons jamais eu l'occasion d'accéder à ce type de marché. On dit, voilà, il faut avoir 10 ans d'expérience. Voilà. Pour moi, j'appelle ça des clauses discriminatoires. Et ce sont ces clauses-là qu'il faut supprimer de ces appels d'offres-là. D'où la nécessité de publier ces appels d'offres-là sur le site web de l'ARSP. Comme ça, nous pouvons avoir un regard et dire
aux entreprises principales qu'il y a des clauses qu'il ne faut plus maintenir. On va vous dire il faut avoir des ingénieurs de tel niveau, de tel niveau, de tel niveau, et vous devez déjà les employer. Mais tant que je n'ai pas encore eu un contrat, pourquoi je vais m'offrir un ingénieur qui va peut-être me coûter 5 000, 10 000 $ de salaire par mois? Et donc, entre le moment où je postule, où je réponds à l'appel d'offres, et le moment où je suis peut-être admis, il peut se passer 3, 4, 6 mois. Que va faire cet ingénieur-là? Donc pour moi, tout ça sont des faux prétextes. Parce que la main-d'œuvre, aussi pointue qu'elle soit, aussi technique qu'elle soit, aujourd'hui, on peut l'outsourcer. On peut avoir des ingénieurs qui viennent d'Inde, d'Afrique du Sud, d'Europe, pour justement prendre le temps de permettre à nos jeunes de pouvoir accéder à ces compétences. Parce que quand vous avez ce genre de compétences, il y a aussi échange de compétences justement entre agents. Et donc, c'est ce qu'il faut permettre de faire. Oui, parce que la sous-traitance est principalement dirigée vers les grandes entreprises. C'est eux qui emploient et qui ont le plus gros contrat, les contrats les plus importants en termes de sous-traitance. Pour permettre à une PME de progresser rapidement, il faut qu'elle soit liée à une grande entreprise. Comme ça, plus l'entreprise grandit, plus elle aussi elle progresse. Elle progresse sur le plan technique, elle progresse sur le plan managérial et elle progresse bien sûr sur le plan financier. Donc, la sous-traitance telle qu'elle est proposée aujourd'hui est une très bonne chose pour les PME. Mais il y a un bémol, c'est que tout n'est pas bien réglé, bien réglementé. Donc c'est pour ça qu'il y a le ministre des PME qui a proposé justement dans la commission dont vous avez fait allusion tout à l'heure, qui est une révision de certains points pour clarifier certains points d'ombre dans la loi sur la sous-traitance et en même temps travailler à la mise en place d'une loi sur le local content. Donc pour me résumer, la sous-traitance est très importante pour les PME parce qu'une PME sans contrat, c'est difficilement progresser.